Monsieur le professeur Bentolila, bien sûr, vous le connaissez comme linguiste, professeur des universités, comme auteur. Moi, j'ai envie de mettre en avant une autre caractéristique que j'entends dans ses prises de parole depuis des années. C'est quelqu'un qui a une capacité à synthétiser, à analyser les besoins futurs de nos jeunes en termes de compétences. Et je ne pense pas avoir loin de là lu l'ensemble de ses livres, mais à chaque fois j'y retrouve que dans l'un ou l'autre, cette capacité à se dire, mais finalement, c'est quoi les bonnes compétences pour devenir un adulte du XXIe siècle, comment dire, un homme de bien, un homme de valeur, un homme qui sait penser. Et c'est ça qui m'a fait ne pas hésiter pour l'inviter aujourd'hui, c'est qu'il nous éclaire un peu sur sa vision des compétences qu'on doit acquérir aujourd'hui pour préparer demain. N'anticipez pas trop vos applaudissements, on ne sait jamais. Vous verrez ce qu'il en est. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une question qui est... Oula, merci, c'est gentil. D'une question qui est relativement peu travaillée et discutée dans le milieu de l'enseignement, et qui est la question de ce qu'on appelle la résistance cognitive. Alors, pas de panique, hein, je ne vais, et vous le verrez, je ne vais pas jargonner du début à la fin de mon exposé, mais la résistance cognitive, c'est quelque chose de très simple. La résistance cognitive, ça signifie ne pas se laisser aller à la première impulsion. Ne pas prendre simplement parce qu'on le voit quelque chose pour vrai. La résistance cognitive, c'est mettre en cause l'évidence. Oui, je vois, mais ce n'est pas parce que je vois quelque chose que pour autant sa signification va m'être imposée par ce que je vois. C'est cette question première, fondamentale, que nous devons expliquer à nos élèves. C'est à cela que l'on doit les former. Et vous verrez à la fin de mon exposé les raisons pour lesquelles je milite pour un travail continu et fort sur la question de cette résistance, de cette mise en cause de l'évidence, de ce refus de s'en laisser imposer simplement par ce que l'on nous montre. Évidemment, je mets dans cette proposition la question de l'image, cette image qui est en train de devenir une dictature intellectuelle aujourd'hui, qui voudrait supplanter l'écriture et la lecture, les textes, et vous êtes tous ici conscients que si nous abandonnons le terrain de l'échange intellectuel à l'image, alors, bien entendu, nous courons vers notre perte. L'image est brutale, l'image est immédiate, l'image nous impose quelque chose, elle est du côté du perçu, le texte est du côté de la pensée.
Et ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de voir comment nous allons apprendre à nos enfants à penser. Penser par eux-mêmes, penser contre l'évidence. Voilà ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Je vais prendre un certain nombre d'exemples de façon à essayer d'être aussi clair que possible sur ce que signifie cette bataille de la pensée. Nous sommes dans une école maternelle. Il fait un temps magnifique, comme aujourd'hui. Beau soleil. Et la maîtresse amène ses enfants dans la cour de récréation et elle leur dit « Vous allez voir, mes enfants, on va faire quelque chose de formidable. » Elle appelle un petit enfant qu'elle place au milieu de la cour, demande à un autre enfant de tracer à la craie l'endroit où on a positionné ce petit. Elle appelle un autre enfant, une petite fille, et lui demande de dessiner l'ombre de cet enfant au sol. C'est ce qu'elle fait. Il est 9 h du matin. À 10 h, on retourne dans la cour de récréation, on repositionne le jeune garçon au même endroit et on demande à un autre enfant de dessiner l'ombre qui est portée au sol. 11 h, midi, on refait la même chose. 2 h, 3 h. Et à 4 h, la maîtresse se retrouve avec ses élèves dans la cour et leur pose cette question anodine. « Mes enfants, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez sur le sol ?» Et tous les enfants, comme un seul, lui disent « Maîtresse, c'est une fleur. » Maîtresse, c'est une fleur. La maîtresse est déçue. Elle n'attendait pas ça. Elle attendait bien autre chose. Son ambition intellectuelle était démesurée par rapport à cette réponse. Alors elle leur dit « Mais écoutez mes enfants, est-ce que je vous ai jamais demandé de dessiner une fleur ? Non, non, maîtresse, tu ne nous as pas demandé de dessiner une fleur, mais tu vois bien, et le verbe voir a toute sa force ici, tu vois bien que c'est une fleur. » Elle ne capitule pas. Et elle leur rappelle tout ce qu'on a fait dans la journée, à quelle heure on est arrivé, ce qu'on a fait à 9 h, puis à 10 h, puis à 11 h, puis à midi. Et là, une petite fille se lève et lui dit « Maîtresse, je crois que ça a tourné. » Miracle de l'intelligence des enfants. « Maîtresse, je crois que ça a tourné. » Quand vous considérez ces deux propositions, la première, celle des enfants, qui est « c'est une fleur », et la deuxième qui est « je crois que ça a tourné », je crois, je suis pas sûr, hein, je crois que ça a tourné. Pardon, il faut que j'arrête mon téléphone parce que il me casse les... Voilà. Donc, quand on considère ces deux phrases, « c'est une fleur et je crois que ça a tourné », alors évidemment, on se rend compte de la distance considérable qui sépare ces deux phrases. La première, « c'est une fleur » est un constat. Je vois, je dis. La seconde n'est pas un constat. Et le verbe croire qui entame la phrase, le verbe croire nous le montre bien, ça n'est pas un constat. C'est une pensée en marche. Et toute pensée en marche est sujette au doute. Elle est sujette au doute, c'est-à-dire qu'effectivement, on a cette capacité de dire « il me semble que », et pourtant peut-être que ça n'est pas véritablement la vérité. Mais quand on compare ces deux phrases, on a d'un côté fleur, qui est un nom, ce qu'on appelle un substantif. C'est intéressant de voir ce que signifient les mots. Et l'autre est un verbe, tourner.
Et on a, en résumé, tout ce qui fait l'extraordinaire pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, ce qui lui donne sa puissance, c'est le verbe. Ce qui met des étiquettes sur des petits bouts du monde, c'est les noms et les substantifs. Et regardez comme le français fait bien les choses. Il a donné la même appellation à une catégorie grammaticale majeure, centrale, qui est verbe, et au logos, le verbe, et le verbe fut, logos, c'est-à-dire ce qui porte la pensée des hommes. Et vous voyez, dans cette petite histoire toute simple, toute gentille, on a ce qui résume le combat d'une école décidée à privilégier la pensée sur le perçu, à montrer à ses élèves qu'ils ne peuvent pas se contenter de regarder, de contempler. On ne contemple pas, on se questionne. On se questionne et on propose des interprétations particulières. C'est comme ça, si vous voulez, qu'une école responsable formeront des citoyens responsables. Deuxième exemple. Pardonnez son aspect un peu guerrier. Un bombardier, il va lâcher des bombes, il va pilonner une usine d'armement. Il vole à 500-600 km/h. Quand il arrive juste au-dessus du site qu'il doit bombarder, le soldat qui est voué à cette tâche appuie sur le bouton, la bombe tombe. Où tombe-t-elle? La plupart du temps, parce qu'on est emballé par nos premières impressions, notre première intuition, notre première impulsion, on dit elle tombe sur l'usine. Non, pas du tout. Elle tombe 6 km après l'usine. Pour vous changer les idées, vous êtes sur un bateau, vous avez une pièce de monnaie dans la main, le bateau avance à 15 ou 20 km/h, vous jetez la pièce en l'air, où tombe-t-elle? La plupart du temps, on dit elle tombe quelques mètres derrière. Pas du tout, elle tombe exactement à l'endroit où vous êtes. Troisième exemple, vous montez sur un escabeau, vous prenez une bouteille vide et une bouteille pleine d'eau, vous lâchez les deux bouteilles en même temps, laquelle arrive en bas la première? La plupart du temps, on dit c'est celle qui est pleine d'eau puisqu'elle est plus lourde. Pas du tout, elles arrivent en bas exactement en même temps. Et vous avez dans ces trois exemples ce que nous appelons la question de la résistance intellectuelle, c'est-à-dire cette capacité de ne pas se laisser porter vers une première impression, une première impulsion. Lorsque vous vous laissez porter par cette première impulsion, alors vous êtes vulnérable. N'importe qui peut vous faire croire n'importe quoi. Surtout, cher monsieur, avec l'intelligence artificielle. Et oui, parce que il y a un côté obscur de l'intelligence artificielle qu'il ne faut jamais négliger. Et donc, voilà ces exemples qui vous montrent comment on doit former des enfants, alors
pas lancer des bombes, bien entendu, mais à essayer toujours de faire un pas de recul, de faire un pas de côté et de se dire attention, je vois quelque chose, mais est-ce que véritablement ce que je vois, c'est véritablement ce qui explique un phénomène? Pour changer de registre et toujours dans la même perspective, quand on travaille sur du français, on a exactement les mêmes phénomènes qui se passent. Quand on dit, par exemple, le père des enfants chante, 60% des élèves à qui on dicte cette phrase mettent ENT à chante. Pourquoi? Parce que des enfants. Évidemment. Première impulsion, vous voyez, c'est ça, c'est « Ah oui, donc, le mot le plus proche est pluriel, donc pluriel, accord du pluriel, ENT, paf, paf. » Ce sont ces questions aussi qui nous amènent à nous poser des questions, justement, sur la façon dont on doit conduire les enfants à toujours se mettre en situation de doute, toujours se mettre en situation de questionnement. C'est ce que nos amis des neurosciences appellent la résistance cognitive. Quand on lit, et quand on apprend à lire à des élèves, on va avoir cette capacité effective de leur faire lire quelque chose et de leur apprendre que lorsque le texte qu'il est en train de lire semble contredire ce qu'il a lu avant, il convient urgemment de revenir en arrière. Cette capacité que nous avons tous, parce que nous sommes lecteurs, de dire « Ah non, ça ne peut pas être ça. J'ai dû me tromper quelque part. » Et de revenir en arrière et de voir que nous avons confondu un mot pour un autre, que sur ce mot-là, nous avons construit quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte en question. Ce sont ces questions-là, ce sont ces idées qui animent cette pédagogie qui est une pédagogie du questionnement, de la mise en cause, de la compréhension. Pédagogie de la compréhension. Et je voudrais insister aujourd'hui sur cette question qui est la question de la compréhension. Lire, ça n'est pas déchiffrer. Lire, ça n'est pas simplement déchiffrer, c'est aussi savoir déchiffrer. Mais lire ne se résume pas à un bon déchiffrement, comme certains voudraient nous le faire croire aujourd'hui. L'affluence n'est pas le remède à tous les maux de la lecture. Il faut savoir lire vite et précisément, savoir identifier les mots vite et précisément. Pour autant, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de bien oraliser pour être un bon lecteur. La lecture, c'est un acte de compréhension. C'est un acte de compréhension. Vous me direz, mais oui, d'accord, mais ça vient tout seul. Si on est un bon déchiffreur, alors on sera un bon lecteur. Non, pas du tout. C'est comme si vous me disiez, si on joue au loto, on va gagner. Non. Tous ceux qui ont joué au loto n'ont pas gagné. Par contre, c'est vrai que tous ceux qui ont gagné avaient joué au loto. Et cette question-là est une question importante, c'est-à-dire que entre le déchiffrage et la compréhension, l'un ne va pas sans l'autre, mais les deux sont nécessaires à un apprentissage de la lecture clair et ferme. Deux mots sur justement ce qu'on appelle compréhension. Comprendre, c'est quoi finalement ? Comprendre, c'est faire ces images singulières
avec les mots d'un autre. Faire des images singulières avec les mots d'un autre, parce qu'effectivement, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre qui a décidé un jour de mettre sur le papier, et bien avant sur des tablettes d'argile, de mettre sur le papier un petit morceau de sa pensée. Avec l'espoir infini. Steiner disait l'espoir désespéré que quelqu'un s'en empare et qu'une fois que lui ne sera plus, un peu de son esprit lui aura survécu. C'est ça la lecture et l'écriture. La lecture et l'écriture sont liées par ce pacte sacré de l'humain, conscient d'être, mais conscient de devoir n'être plus un jour, de passer à quelqu'un qu'on ne connaît pas un peu de sa pensée, afin qu'effectivement, il apporte une réponse à la dilution de l'être. La dilution de l'être qui est, je ne veux pas plomber l'ambiance ce matin, mais qui est notre commune désespérance et notre commune terreur. Cette dilution de l'être, l'écriture a été créée pour lui apporter consolation. L'écriture apporte une consolation à la peur panique de la dilution de l'être. Et quand on apprend à lire à nos enfants, c'est ça qu'on leur apprend. On leur apprend que quelqu'un qui était vivant a écrit quelque chose. Parfois, il y a des siècles et des siècles, voire des millénaires, que ce texte a traversé des millénaires pour arriver là dans cette classe aujourd'hui, et que cette proposition faite par quelqu'un qui n'est plus est une proposition qui pose la responsabilité totale du lecteur. Je dois respecter l'auteur, non pas parce qu'il a l'autorité, je dois respecter l'auteur parce qu'il me fait confiance. Encore une fois, Steiner disait, lire, c'est accueillir fraternellement l'appel désespéré de l'écriture. Lire fraternellement lire, c'est accueillir fraternellement l'appel désespéré de l'écriture. C'est comme ça que les choses se font. C'est pour ça qu'une religion ne peut pas être simplement de l'ordre de l'adhésion à un réseau social. Une religion exige qu'on aille dans une immense bibliothèque où les hommes ont entassé les textes qu'ils ont tous écrits à propos de Dieu. Et dans cette bibliothèque, on doit aller chercher, questionner, discuter, interpréter les textes. Entrer dans une religion, c'est prendre la responsabilité de l'effort intellectuel. On n'entre pas en religion en faisant 3 tours et avec une ritournelle. Il faut bien se comprendre là-dessus, savoir ce que ça veut dire les religions du livre. Les religions du livre, ça veut dire que ces religions ont accepté, ont mis au centre de leur volonté la question du livre, la question de l'écriture, la question de l'exégèse. C'est pour ça qu'une religion, ça ne peut pas être quelque chose qui tombe nécessairement et uniquement d'en haut. Une religion, c'est l'ensemble des questions
des discussions échangées par une communauté croyante pour avancer. Je dis cela parce que j'ai la conviction que l'école ne doit certainement pas laisser de côté la spiritualité. Je ne dis pas la religion, je dis la spiritualité. C'est-à-dire il faut absolument que l'école soit une école où on rassemble ses élèves sur des textes qui sont des textes universels. Sur ces textes universels, il faut travailler l'interprétation de chacun et le respect qu'on leur doit. Sur ces textes universels, il faut faire toujours sortir une question qui est une question générale, universelle elle aussi, qui pose véritablement un problème qui concerne tous les hommes. Et sur la base de ce débat qui doit avoir lieu, alors il faut passer à l'acte d'écriture, parce que l'acte d'écriture est l'aboutissement. Nous avons la Fondation judaïque de France vient de me confier une mission extrêmement intéressante et importante que j'ai acceptée, qui consiste à réunir un certain nombre de classes autour de textes qui portent une question fondamentale, le mensonge, la vengeance, le sacrifice, etc. Et ces textes-là sont lus par des élèves dans les classes, sont questionnés par les élèves, interprétés par les élèves, on en sort le sens collectif. Dans un deuxième temps, la question du débat est posée, c'est-à-dire la question est mise en débat. Il s'agit du mensonge. On organise un débat autour. Et dans un troisième temps, sur la base de ce débat, on va faire un acte d'écriture collectif qui, dans le cas présent, sera couronné par une publication. Pourquoi cette mission m'a paru intéressante et pourquoi je l'ai acceptée malgré le temps qui m'est compté au niveau du travail? Tout simplement parce que je crois véritablement qu'une école digne de ce nom, doit avoir des ambitions égales pour tous ses élèves. Elle doit les réunir dans une volonté d'autonomie intellectuelle. Elle doit les garantir contre la crédulité, la vulnérabilité qui aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux, est délétère. Former nos élèves à la résistance intellectuelle, c'est leur permettre de vivre dignement dans un monde qui est moins digne. Et je le dis sans acrimonie, mais je dis simplement que nous avons aujourd'hui à préparer nos élèves à un monde dangereux. Nous avons à les préparer à un monde qui va leur faire des propositions indécentes. Et par conséquent, nous avons à la fois, comme je l'ai dit au début, à former leur intelligence sur le problème de la résistance cognitive et aussi à former leur intelligence pour être capables de questionner, de critiquer, d'interpréter des textes et donc de ne pas être soumis au premier faux prophète venu. Merci. Merci.